Ça fait maintenant 14 mois que j'allaite et j'arrive ici pour te parler de tout ça, tous les défis, toutes les complications, comment on a surmonté ça. Je vais te partager toute mon expérience, donc si ça te plaît, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de mon allaitement parce que ça fait maintenant 14 mois que j'allaite. Et je vous avais promis une vidéo pour les 1 an d'allaitement. Et avec le déménagement, etc., on a eu du mal à la faire. Mais me voici enfin pour la fameuse vidéo. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. C'est parti. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mariana, j'ai 20 ans et je suis maman d'une petite fille qui a 14 mois. Je suis coach parental également, donc j'accompagne les parents dans leurs problématiques en tant que parents. Que ce soit des problématiques avec le sommeil, l'alimentation, les oppositions, les disputes entre frères et sœurs, l'attachement, etc. Je vous accompagne dans toutes vos problématiques en tant que parent, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous contacterai afin de vous donner plus d'informations. Ma fille est née donc en août 2022, donc fin août 2022. Et lorsqu'elle est née, j'ai souhaité mettre en place un allaitement exclusif. Seulement, j'étais maman étudiante. Donc, en tant que maman étudiante, je reprenais les cours dès septembre. J'ai eu beaucoup de mal avec la séparation avec ma fille au bout d'1 mois, ce qui est normal. Aucune maman ne devrait être séparée de son enfant au bout d'1 mois après l'accouchement. Bref. En plus, j'avais eu césarienne, donc avec ma cicatrice, tout ça, c'était un peu compliqué. Mais voilà, séparation dès septembre, parce que je n'avais pas possibilité d'être en congé maternité en sachant que je devais absolument avoir mes cours. Sinon, si j'avais pas mes cours, je n'avais pas mes partiels et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai pris sur moi, j'ai pris mes cours 1 mois après mon accouchement. Ma fille a été gardée par papa, donc moi j'ai pris 1 mois toute seule avec bébé. Et papa a repris ses congés pater après mon mois. Et ensuite, elle a été gardée chez l'assistante maternelle. Donc, voilà pour la petite mise au point. Pendant le début, donc au début de ma reprise, j'ai souhaité mettre en place quand même un allaitement exclusif. Donc, je voulais qu'elle ait un maximum mon lait. J'ai fait une introduction à l'allaitement, enfin, au lait en poudre, mais je voulais que voilà, ce soit mon lait, je tirais mon lait entre les cours, etc. Donc je le donnais à l'assistant maternel et il lui donnait à papa, etc. Ça a très bien marché jusqu'au moment où la fin de mon année, c'était un peu plus compliqué, j'avais pas beaucoup de pauses, il y avait beaucoup de cours qui s'enchaînaient, donc je n'avais pas le temps de tirer. Et donc ma fille prenait le biberon à chaque fois que je n'avais pas assez de lait. Donc j'avais pas tiré assez de lait. J'ai jamais eu cette chose, enfin je sais pas si c'est un mythe ou pas, mais attention, je ne suis pas formée à l'allaitement. Je n'accompagne pas dans l'allaitement, je ne suis pas formée à l'allaitement, donc tout ce que je vais vous dire c'est mon expérience et non pas mon métier en tant que coach parental. Je n'accompagne absolument pas à l'allaitement. J'aimerais un jour me former à l'allaitement, mais pour le moment ce n'est pas mon domaine. Donc tout ce que je vais vous dire c'est moi et non pas la science. Donc je sais pas si c'est un mythe cette chose de assez de lait ou pas assez de lait parce que moi je n'ai jamais manqué de lait. Dès que ma fille tirait, eh bien j'avais assez de lait donc ça posait pas de soucis et ça n'a jamais posé de soucis jusqu'à l'heure actuelle. Ça a toujours été à la demande. Si elle voulait téter, elle tétait. Si elle voulait pas téter, elle tétait pas. Donc je n'ai jamais forcé pour téter toutes les 3 heures, téter tous les combien, nanana. J'ai jamais eu de problème de poids. Ma fille a très très bien pris du poids. Ma montée de lait s'est fait au bout de 2-3 jours. Et tout s'est très bien passé. En fait, j'ai jamais eu de gros problèmes d'allaitement. Parce que tout s'est très bien passé. J'estime que ça a été. J'ai eu des problèmes d'épuisement. Il y a eu des moments où j'étais épuisée. J'ai eu des problèmes, des remises en question. J'ai eu des remises en question. Il y a eu des moments où je me demandais si je devais continuer, si je devais arrêter. Parce que comme j'étais maman étudiante, il faut savoir que le sommeil, il fallait absolument que je dorme. Lorsque je dormais pas, je voyais la différence. Mon cerveau, le lendemain, il n'était pas apte à aller en cours. Donc, c'était des jours où je devais carrément manquer les cours. Je manquais les cours parce qu'en fait, j'y allais pour rien. Parce qu'au final, j'arrivais là-bas et j'étais en face du prof et j'avais juste envie de dormir et j'étais pas concentrée. Donc, il fallait savoir que sommeil, moi, ça a toujours été ma priorité et il fallait que je dorme à tout prix. Donc, pour dormir à tout prix, alors que j'avais un nourrisson, c'était pas évident. Ce que je faisais, c'est que je la mettais au sein de la nuit. Elle dormait avec moi, elle dormait au sein. Et ça a été notre habitude depuis qu'elle était petite. Donc, l'ayant habituée comme ça, je ne lui ai jamais appris à avoir un sommeil autonome. Et jusqu'à maintenant, c'est pas
je pense pas que je peux dire que c'est une problématique parce que en fait, elle a jamais appris à dormir comme ça, toute seule. Ça n'a jamais été un sommeil autonome, en tout cas à la maison, parce que je sais qu'elle est capable de s'endormir toute seule. Chez l'assistante maternelle, elle dort toute seule. L'assistante maternelle reste dans la pièce, mais elle ne la berce pas, ne lui donne pas de biberon pour qu'elle dorme. Elle dort toute seule et elle dort très bien. Je sais qu'elle est capable de le faire, mais à la maison, nos habitudes font que elle dort au sein. Donc ça a été comme ça déjà depuis qu'elle était petite. Et en fait, ça, c'était quelque chose qui m'embêtait parce que la société nous pousse à rendre nos enfants autonomes le plus vite possible. Et donc, ça fait que lorsque tu te remets en question, que tu réfléchis, tu te dis, moi, ma fille, elle n'est pas autonome sur le sommeil, elle dort avec moi. Moi, ça me va, j'aime beaucoup dormir avec elle, et j'aime qu'elle dorme avec moi, et elle aime bien dormir avec moi. Mais en fait, on a toujours cette culpabilité de la société qui nous dit, non, en fait, il faut qu'elle dorme toute seule. Non, en fait, t'es pas en train d'être une bonne mère parce que tu lui fais pas dormir toute seule dans son lit, dans sa chambre. Parce qu'il faut savoir que du coup, jusqu'à il y a 2 mois, jusqu'à ce qu'on déménage à Boulogne-sur-Mer, on était sur Paris, et jusqu'à ce qu'on déménage dans le Nord, on avait une seule pièce. Au départ, on avait un studio quand elle était toute petite. Ensuite, on a déménagé dans une pièce. Donc, on avait une chambre pour nous 3. Et maintenant, grâce à Dieu, on a 2 chambres. Donc, maintenant, elle a sa chambre. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas possibilité qu'elle ait sa chambre. Financièrement, ça n'allait pas, donc on s'est fait comme ça. Et donc, il y a beaucoup cette culpabilité de « Ah, ton enfant, il dort pas dans sa chambre. » Ah, d'accord. Mais on laisse encore passer parce que, cododo, donc ça va, ça dérange pas tant que ça. Maintenant, quand on dit que l'enfant, il dort au sein, eh bien, on nous regarde de travers. On nous regarde de travers et on nous dit, il faut la faire dormir toute seule, tu sais, elle va s'habituer, nanana. Bon, encore, je trouve que par rapport à cette idée de il faut laisser pleurer les bébés, faut qu'il soit pas bercé, encore, j'ai l'impression que ça commence à avancer et que ça commence à être un peu derrière. Même si, c'est encore très compliqué pour certaines personnes. Mais lorsqu'on dit qu'un enfant dort au sein, à coup sûr, on nous regarde de travers. À part si c'est des mamans qui ont vécu la même chose ou alors des familles qui ont déjà vécu ça, qui ont déjà eu des proches comme ça. Mais il ne faut jamais dire ça à des anciens parce que vous vous faites regarder de travers. Donc ça, c'était une grosse problématique pour moi parce que d'un côté, il y avait la société, d'un côté, il y avait nous et ce qui nous correspondait à nous. Et ça, à ce moment-là, j'étais jeune maman, je venais d'accoucher ou quelques mois après, même jusqu'à ces 1 an, je dirais. En fait, c'est jusqu'à ce que je me forme, jusqu'à ce que je commence à me former en tant que coach et même jusqu'à ce que je commence à me renseigner par rapport à tout ça, j'ai eu beaucoup de mal à faire la différence entre ok, vous me dites ça, mais il faut que ça reparte. Enfin, je vais pas le garder dans ma tête parce que ça sert à rien. Donc en fait, à un moment donné, ça s'est posé une grosse problématique. Donc je voulais enlever le sein à ma fille la nuit et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, pourquoi? Parce que je pense qu'elle n'était pas prête. Et je pense que j'étais pas prête et je pense qu'elle le sentait. Elle le sentait et elle sentait que je faisais ça à contre-cœur. Parce que elle pleurait, elle montrait sa frustration. Moi, j'étais là en mode, je sais, mon amour, je comprends. Mais maman, tu sais, il faut qu'on fasse comme ça, c'est le mieux pour toi. Mais elle le sentait dans mes paroles que c'était pas vrai. Parce que c'est quoi le mieux pour un enfant? C'est d'être avec ses parents. Donc si pour vous, ça vous convient qu'elle dorme avec vous, eh qu'elle dorme avec vous. Qu'est-ce que la société a à voir avec votre vie personnelle? Si au final, eux, ça ne les concerne pas. En fait, c'est ça le truc. C'est que moi, j'essayais de me convaincre que c'était le mieux pour elle, alors que le mieux pour moi, sur le moment, c'était qu'elle dorme avec moi, et le mieux pour elle, c'est d'être bien et de dormir correctement. Donc le mieux pour elle, c'est d'être avec moi, pour le moment. Donc, voilà, cette problématique-là, c'est quelque chose que j'ai dû travailler très très longtemps, et je pense sincèrement, je dis pas ça parce que je suis coach, mais je pense sincèrement que si je connaissais déjà le métier de coach, j'aurais dû aller voir un coach pour m'aider sur ça, pour laisser tomber le regard des gens. Donc moi, je vous dis, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Parce que quand on est tout seul, on peut le faire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. C'est pas impossible d'y arriver tout seul. Mais c'est tellement plus rapide que d'y arriver avec quelqu'un. C'est tellement plus réconfortant d'avoir quelqu'un qui nous comprend. C'est tellement plus... En fait, ça nous enlève un poids. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui est en face de nous, elle nous comprend. Elle comprend notre démarche et elle nous aide.
Elle nous aide à vraiment regagner confiance dans notre rôle de maman. Et je pense que ça, à un moment donné, j'en aurais eu besoin. Et c'est dommage que je connaissais pas du tout le métier de coach parce que c'est un nouveau métier. Donc le métier d'accompagnante parentale, ça... Enfin, moi, je connaissais pas personnellement. Maintenant, ça commence à se faire connaître. Mais sur le moment, je connaissais pas et j'aurais vraiment aimé. Donc ça, c'était un premier problème. Et vraiment, je vous encourage, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin de vous sentir rassuré, si vous avez besoin d'aide, que ce soit pour lorsque votre enfant est plus grand. Donc maintenant, Talia, 14 mois, c'est la phase d'opposition. Si jamais votre enfant est en phase d'opposition et que vous n'arrivez pas à gérer, que vous vous sentez démuni, que vous rentrez dans ce cycle de tout le temps crier, si vous rentrez dans des maltraitances, des violences éducatives, même des violences éducatives qu'on considère moins graves, comme juste le fait de crier, le fait de punir, le fait de faire du chantage. Si vous rentrez dans tout ça, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner. Je vais faire une deuxième vidéo sur le métier de coach parental. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur que de faire connaître ce métier parce que c'est un métier qui peut sauver, vraiment. Moi, je pense que il n'y a pas honte à parler de nos soucis en tant que parents. Parce que vraiment, tout le monde le vit en fait. C'est tellement courant. Le souci, c'est que on n'en parle pas. Et donc, en fait, on se sent tellement seul. Mais c'est tellement courant. Lorsque j'ai des mamans qui viennent me voir et qui me disent « Oh, tu sais, je me sens fatiguée. Je me sens comme si mon enfant, il fait si j'ai l'impression qu'il est le seul. Nanani, nanana. » En fait, non. C'est une phase normale du développement que d'être en opposition. Alors non, toutes les mamans passent par là. C'est juste qu'on gère de manière différente. Il ne faut pas rentrer dans ce cycle de violence qui était l'éducation qu'on a connue, que de punir, que de taper, que de menacer, que de faire du chantage. Vous voyez tout ça, crier au quotidien. La parentalité, c'est pas la souffrance. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. La parentalité n'est pas synonyme de je suis épuisée et je dois subir parce que j'ai voulu avoir un enfant. Non, la parentalité peut être que du bonheur. La parentalité peut être que des bons moments. La parentalité peut être la paix. La paix et se sentir comblé dans notre rôle de maman tout le temps. C'est pas juste, oui, je me sens comblée dans mon rôle de maman, mais des fois, je suis très fatiguée et j'en peux plus d'être maman, donc j'aurais aimé une pause. En tant que maman, on a le droit à des pauses. Mais on a le droit de vouloir des pauses sans se sentir épuisé. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir des pauses juste parce qu'on veut une pause et non pas parce qu'on est épuisé de notre rôle de maman. Juste des pauses parce qu'on a besoin d'être avec nous-mêmes et ça fait du bien, mais non pas par épuisement. Vous voyez ce genre de pause? Si vous ne voyez pas de quoi je parle, sérieusement, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Donc, je vous mets mon Instagram juste là. Je vous dis ça, je vous mets mon Instagram parce que je suis coach parental et parce que je parle de parentalité sur mon compte, etc. Donc, ça peut aider et pour que vous ayez un premier contact. Mais si jamais vous en connaissez d'autres, il n'y a aucun problème. Faites-vous juste accompagner parce que vraiment, la parentalité n'est pas synonyme d'épuisement. Si la parentalité commence à être synonyme d'épuisement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et sur laquelle on peut travailler. Et on peut travailler ensemble pour que ça aille et pour que votre parentalité soit comblée et que vous soyez heureuse dans votre rôle et que vos enfants soient heureux et se développent correctement. Voilà. Donc, petite parenthèse sur le coaching fermée. Et par rapport toujours à ce regard des gens, je sais que j'ai eu un moment, au départ surtout, où je me sentais jugée à chaque fois que je voulais allaiter ma fille en public. J'avais l'impression que le regard était sur moi et ça me gênait. Je me suis jamais empêchée de l'allaiter en public. Mais du coup, ça a joué sur moi et je me sentais jugée. Donc, ça, c'est aussi un travail que j'ai dû faire sur moi. Et en fait, je savais, et je le sais toujours, que ce n'est pas une honte que d'allaiter notre enfant en public parce qu'il était en train de manger. Et même maintenant, lorsque le rôle de l'allaitement n'est plus l'alimentation, c'est-à-dire que le rôle principal d'allaiter à 14 mois, ça va pas être de lui donner ce que je donnais quand elle était nouveau-née, c'est-à-dire qu'elle mange, etc. Donc, ce n'est plus dans un rôle juste d'alimentation. Mais même d'allaiter en public maintenant que c'est plus pour nourrir, eh bien, je sais que ce n'est pas une honte et je sais que c'est naturel, mais sur le moment, avant, c'était quelque chose qui me gênait beaucoup. J'ai essayé de travailler dessus et
j'ai travaillé dessus. Donc, je suis quand même très contente du parcours que j'ai parcouru. Du parcours que j'ai parcouru. Mais à un moment donné, c'était une problématique qui se pose. Et je sais que c'est quelque chose qui est très courant chez les autres mamans. J'en parle souvent avec des connaissances. Et elles aussi, il y en a beaucoup que ça gêne d'allaiter en public, même si on sait toutes que ce n'est pas une honte. Mais en fait, c'est le regard de la société qui fait que... Donc en fait, il y a beaucoup de soucis qui se posent juste à cause de la société. Vous voyez, c'est pas nous le problème, c'est eux, mais c'est nous que ça gêne. Et donc en fait, c'est un travail qu'il faut faire quotidiennement parce qu'on va faire quoi? On va allaiter notre enfant aux toilettes? Ouais, et c'est ça, c'est encore ça. C'est horrible. Les gens, des fois, ils vous regardent et vous disent pourquoi vous n'allez pas donner le sein aux toilettes? Ou alors, vous ne devez pas faire ça en public, cachez-vous, comme si, tu sais, tu dois aller nourrir ton enfant aux toilettes. Est-ce que lui va manger son sandwich aux toilettes? Je pense pas. J'espère pas. Pour lui, quand même. Mais s'il y va, bah, qu'il y aille et puis qu'il soit heureux. Mais si si vous êtes là, vous avez envie, votre enfant a envie de manger ou votre enfant a juste envie de téter et que vous devez allaiter votre enfant, vous allaitez votre enfant là. Pourquoi vous allez vous gêner à partir je sais pas où pour allaiter votre enfant? Parce que lui, il regarde et qu'il est gêné de vous regarder. Mais qu'il regarde pas, qu'il ferme ses yeux ou qu'il avance, qu'il trace sa route. C'est pas votre problème, en fait. Et moi, ça me révolte parce que sur le moment, c'était quelque chose que je savais, mais que je me sentais quand même gênée d'allaiter ma fille. Alors que c'est pas moi que ça gêne. Enfin, ça me choquait. Enfin, en fait, je m'en voulais à moi-même de cette culpabilité pour quelque chose que c'est normal de faire, que je voulais faire, que je me sentais bien à faire, mais que le regard des gens me rejetait une culpabilité qui n'était pas à moi, en fait. Ça, c'était une autre problématique. Voilà, je voulais partager avec vous parce que je sais que c'est assez courant. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré certaines de ces problématiques en commentaire ou même en message privé, ça me fait très plaisir de vous lire à chaque fois. Et n'hésitez pas à travailler sur ça, vraiment. C'est pas à nous de nous sentir coupables d'allaiter notre enfant, en fait. C'est parce que lui, il regarde vous qui allaitez que vous devez vous sentir coupable. Non, c'est à lui de pas regarder, en fait. C'est pas... L'une des questions qui sont revenues le plus souvent sur Instagram lorsque je vous ai fait la petite FAQ pour l'allaitement il y a quelques temps, il y a longtemps, hein, donc peut-être que vous vous souvenez même plus, mais c'est si j'ai eu des crevasses. On m'a beaucoup demandé si j'avais eu des crevasses et non, j'en ai jamais eu, j'ai eu cette chance que je n'en ai jamais eu. Au départ, Talia avait une mauvaise prise, donc elle prenait le petit bout et c'est tout. Donc en fait, ça se voyait que ça c'était pendant la deuxième nuit. Donc la deuxième nuit à la mater, Talia, elle a eu une nuit horrible. Et on parle souvent de la nuit de la Java. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais bon, cette nuit, elle est horrible. Et pendant cette nuit, ça se voyait que Talia, elle était affamée. Parce qu'en fait, elle prenait le petit bout du sein et avait presque rien qui sortait. Du coup, elle n'était pas nourrie par le colostrum. Du coup, en fait, ce qu'on avait fait avec l'assistante puère, c'était l'assistante puère, je crois. L'assistante de puéricultrice, elle était venue et on avait mis vraiment tout le bout du sein dans sa bouche, vraiment. J'ai vu un film, une série, c'est Jane the Virgin, je sais pas si vous avez déjà vu. Au moment où elle allaite et qu'elle rencontre des soucis avec l'allaitement, j'ai toujours cette image-là qui m'est restée. En fait, je crois que c'était sa mère et sa grand-mère qui prenaient le bébé et qui mettaient dès qu'elle ouvre la bouche comme un hamburger. Et elles avaient comparé ça à un hamburger et du coup ça m'est resté. Et à chaque fois que j'y pense, ben c'est cet exemple-là qui vient. Mais vraiment, il faut que l'enfant il prenne tout le truc et que à la limite et qu'il tète. Et non pas juste le petit bout. Et ça, c'est une petite problématique que j'avais eue. Je sais qu'à la longue, si elle avait continué à téter comme ça, j'aurais eu des crevasses parce que je commençais à avoir très mal. Mais j'en ai jamais réellement eu. Et j'en ai jamais réellement eu. Mais j'avais acheté, vous savez, les petites crèmes. J'avais acheté une crème violette. J'essaierai de vous mettre des photos ici si je les retrouve. Là, avec le déménagement, je ne sais pas si je vais les retrouver. Mais j'essaierai de mettre, si je les retrouve, je les mets. Et je les avais achetées. Elles sont très bien. J'en ai mis un petit peu au moment où j'avais mal. Et peut-être que c'est aussi ça qui a aidé à ne pas avoir de crevasse vraiment. Mais non, j'ai jamais eu de crevasse. J'ai eu cette chance que voilà. Mais si jamais vous commencez à avoir, essayez la technique de l'hamburger. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Mais si jamais, si ça peut faire une astuce, si ça peut faire un conseil, ben, essayez ça. Et peut-être que ça va marcher pour vous. Donc j'espère que ça va vous aider autant que moi. Sur le coup, ça m'a aidé. On m'avait demandé si j'avais eu l'occasion de faire la tétée de bienvenue, donc sur Instagram. Je crois que c'est quelque chose que j'avais déjà partagé pendant mon récit d'accouchement, donc n'hésitez pas à aller le regarder, je le mettrai ici en haut si jamais vous l'avez jamais vu. Mais oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire la tétée de bienvenue, malgré le fait que j'ai eu une césarienne. C'est-à-dire qu'à la fin de ma césarienne,
quand ils ont emmené le bébé, papa est parti avec. Ils ont eu le temps de faire du pot à pot pendant que moi, j'étais en train d'être enfin, on me cousait quoi. On me refermait et pendant leur pot à pot, ils étaient dans leur coin, ils étaient ensemble, etc. Et lorsque je suis partie en salle de réveil, on est censé rester 2 heures en salle de réveil, mais j'ai eu la chance que c'est pas l'assistante maternelle, pourquoi j'allais dire l'assistante maternelle, que l'assistante de puéricultrice, l'auxiliaire de puéricultrice, elle m'a ramené la petite, elle m'a ramené papa et ils sont restés avec moi pendant... en fait, je crois que j'étais restée juste 10 minutes toute seule en fait, dans la salle de réveil, enfin toute seule avec l'infirmière, mais que juste 10 minutes et 10 minutes après elle me l'avait ramené, donc on avait fait la tétée de bienvenue, on avait passé du temps ensemble avec papa, tout ça, dans la salle de réveil et c'était vraiment magique et je remercie les professionnels que j'ai eu parce que vraiment j'ai eu des professionnels très 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 bien et donc oui, j'ai eu cette chance et vraiment c'est incroyable. J'aimerais parler des avantages d'allaiter sur le long terme. Parce que c'est vrai que il y a encore un petit peu cette vision de l'allaitement qui est juste nutritif. Et à partir du moment où l'enfant mange, eh bien on n'est plus censé allaiter ou pas allaiter autant parce que il mange et on n'a plus besoin d'autant de nutriments. Non. L'allaitement n'a pas juste un but nutritif. Au départ, lorsque l'enfant naît, c'est le but primordial lorsque il ne mange pas. Il n'a pas d'autre moyen de se nourrir que vous. C'est le but principal. Mais même à ce moment-là, c'est pas le seul but. Et au fur et à mesure, eh bien, ça devient plus... les buts qui étaient en fait secondaires en quelque sorte pendant qu'il était nouveau-né vont être primordiaux quand il va grandir. C'est-à-dire que quand elle était petite, c'était un but nutritif. Mais ça avait aussi un but de rassurer, la proximité, etc. Ça apporte toujours des nutriments à l'heure actuelle. Là, elle mange, donc ça rapporte quelques nutriments, ça rapporte les choses qu'elle manque peut-être, les choses qui peuvent lui manquer, les vitamines, etc. Mais je remarque très souvent que Talia aime beaucoup téter dès qu'elle se fait mal ou qu'elle a un moment où elle n'arrive pas à gérer ses émotions ou que juste maman elle n'a pas vu depuis longtemps, donc quand elle est toute la journée chez la centre maternelle, j'arrive, la première chose qu'elle veut c'est téter. C'est pas un câlin, c'est pas un bisou, c'est pas bonjour, c'est rien du tout, téter. C'est téter. Elle arrive et c'est trop mignon parce qu'en fait, on a essayé de faire un peu le langage des signes, donc elle connaît encore, manger, tout ça. Mais la chose qu'elle aime le plus faire, c'est téter. Téter. Donc, ma fille, dès qu'elle me voit, la première chose qu'elle fait quand je la prends la main, c'est téter, téter, téter. Et c'est trop trop chou. Donc, maintenant, le but de l'allaitement sur le long terme, maintenant, ça va être la proximité en fait. Ça va être de rassurer, ça va être de l'aider à gérer ses émotions, ça va être juste ce lien qui se conserve et qui nous rapproche à chaque tétée. Et c'est vraiment vraiment magique. Donc non, vous ne devez pas arrêter votre allaitement juste parce que votre enfant mange, parce que c'est souvent certaines mamans quand elles ne savent pas, c'est normal, la société leur renvoie cette image, donc c'est ça qu'elles pensent. Mais non, si vous avez envie et que vous souhaitez continuer votre allaitement après que votre enfant ait commencé à manger, vous pouvez, c'est très bien. Il y a vraiment... En fait, il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a aucun inconvénient. Qui va me trouver un inconvénient d'allaiter après que l'enfant ait commencé à manger? Personne. Il n'y a que des avantages en fait. Même si c'est plus un but nutritif, ça n'a que des avantages. Donc vraiment, si ça vous tient à cœur, si vous aimez allaiter, continuez. Faites pas gaffe aux gens. En fait, c'est toujours les gens le problème. Mon seul problème pendant mon allaitement, sur le long terme, c'est les gens. Les gens, le regard des gens, le regard de la société et l'image qu'ils me renvoient. Alors que mon allaitement se passait très bien. J'aimerais m'attarder un petit peu plus sur le sommeil de Talia. Dû à l'allaitement, comme je vous ai dit, Talia dormait avec moi. Dès le départ, tout le temps. Je me prenais pas la tête. Au fur et à mesure, j'aime bien qu'elle dorme ses siestes sans moi parce que j'ai des choses à faire. J'ai la maison, j'ai mon travail maintenant en tant que coach, mais avant j'avais mes études. Donc, j'aime qu'elle fasse ses siestes toute seule. Talia s'endort au sein ou alors elle s'endort dans les bras. Elle s'est jamais dormie toute seule, en tout cas pas avec moi. Elle s'est jamais endormie toute seule dans son lit. Donc, d'ailleurs, elle a une phobie que je la laisse toute seule dans la chambre. Dès que je la pose, par exemple, pour aller chercher une couche ou quoi, elle aime pas. Elle est pas contente. Enfin, ça la rassure pas. Elle est pas rassurée. Donc, Talia ne s'est jamais endormie avec moi toute seule.
Et c'est quelque chose qui me convient. C'est quelque chose qui lui convient. Elle dort ses siestes toute seule dans son lit, ça la dérange pas. La nuit, elle commence sa première nuit toute seule, donc elle s'endort avec moi et elle dort pendant 2-3 heures toute seule. Et après, elle se réveille, je vais la voir, etc. En ce moment, elle dort encore avec moi dans sa chambre. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a fait la transition dans sa chambre. On essaye petit à petit à l'habituer à son lit avant de ensuite faire la séparation avec moi. Cette séparation, ça va être sur le long terme. C'est-à-dire que je ne vais pas dès la première nuit la mettre toute seule. J'essaye de travailler sur ça, malgré mon impatience, parce que des fois, en ce moment surtout, comme j'aime bien travailler jusqu'à tard, c'est un moment où je peux travailler. Eh bien, soit j'envoie papa, soit je vais moi-même la voir, mais j'aimerais que sur le long terme, justement, là, elle commence à dormir toute seule, au moins la nuit. Qu'elle comprenne que voilà, l'heure de dormir, c'est maintenant, que maman, elle est occupée. Maintenant que je travaille beaucoup le soir, je m'avance sur mon organisation de la semaine, etc. pour le travail et tout, et que je travaille à domicile, j'aimerais qu'elle commence à dormir toute seule. C'est un travail sur le long terme. J'essaye de ne pas être impatiente sur ça parce que je sais que ça prend du temps. C'est quelque chose que jusqu'à maintenant, je ne voulais pas, donc notre système me convenait très bien. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille. Vu qu'en fait, on a 2 chambres, c'est beaucoup plus facile. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'au fur et à mesure, eh bien, elle arrive, quand elle se réveille comme ça la nuit, à se rendormir toute seule. Non pas parce que il faut qu'elle soit autonome, mais parce que jusqu'à maintenant, la situation nous convenait à toutes les deux. Maintenant que je travaille à domicile, la situation ne me convient plus à 100%. Donc, je ne suis pas pressée qu'elle dorme toute seule, mais c'est un travail que j'essaye de faire petit à petit. Je n'ai pas envie vraiment que ce soit brutal. Vous savez que je suis contre le fait de laisser pleurer un enfant, que voilà, j'accompagne en coaching mais les parents qui sont dans la même situation que moi actuellement en fait. Et donc, que l'enfant ne se sente pas abandonné. Il faut savoir que si vous laissez votre enfant tout seul dans sa chambre, en train de crier, de hurler, l'enfant va arrêter de pleurer, oui. Ça va marcher sur le long terme, oui. Ça va marcher le lendemain, il va repleurer, mais il va s'endormir tout seul, oui. Mais l'enfant se sent abandonné. En fait, le problème, c'est cet abandon, cette coupure. Il va arrêter de pleurer, oui. Mais pourquoi? Parce que il va comprendre que vous n'allez pas revenir. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'accompagne pas les parents à faire. C'est pas dans cette démarche que je travaille. Moi, mon éducation à moi, à la maison, mais aussi l'éducation le coaching, mon coaching est centré sur l'éducation bienveillante avec des limites, donc l'éducation bienveillante et ferme, mais non pas dans la maltraitance, non pas avec les violences éducatives, non pas avec les punitions, non pas avec le taper, non pas avec, même si c'est une petite gifle, si c'est une petite fessée, un petit cri. Non, nous on est dans l'apaisement, dans la paix, dans l'amour et dans les limites. C'est tout. Donc ça, c'est quelque chose que je ne ferai pas chez moi, mais que je travaille sur le long terme. Donc voilà, j'ai répondu un peu à toutes vos questions à travers tout mon discours. Je vais vous mettre des petits sommaires pour que ce soit plus simple pour vous, parce que je sais que il y a certains sujets que j'ai déjà traités dans d'autres vidéos, par exemple comme la tétée de bienvenue, et que ceux qui ont vu la vidéo, ça va pas les intéresser de réécouter. Donc je vais mettre des petits sommaires, comme ça vous allez pouvoir sauter certaines parties qui ne vous concernent pas et qui ne vous intéressent pas. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là qu'on partage au quotidien à travers des FAQ, à travers le moment confidence qui est donc le mercredi à 15h. Tous les vidéos, vous êtes informés là-bas, vous pouvez décider aussi de quelle vidéo vous voulez ce week-end ou quelle vidéo vous voulez un week-end d'après ou qu'est-ce que vous aimeriez voir. Et je donne beaucoup de conseils que je donne aussi dans mes coachings, mais je les donne en publication, donc c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre et on discute. N'hésitez pas à envoyer un message, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous à chaque fois. Quand vous me dites que vous venez de YouTube, je suis trop contente, vraiment ça me comble le cœur que YouTube porte ses fruits. Et petit à petit, on va grandir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous plaît, à laisser un petit commentaire. Ça m'aide au niveau des algorithmes et ça m'aide à comprendre qu'est-ce qui vous plaît et qui ne vous plaît pas. Donc je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo dimanche prochain à 15h. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.